messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 22h de la RTD. Voici les titres de ce journal. La cérémonie marquant la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda a eu lieu ce matin. C'était au Palais du Peuple. Et la première ministre italienne est arrivée hier en Tunisie. Au centre de la visite, la 4e en une année, la lutte contre l'immigration clandestine. Aujourd'hui, l'ambassade de la République du Rwanda, accréditée auprès de la République de Djibouti, avec résidence à Addis Abeba, en collaboration avec la communauté rwandaise résidant à Djibouti et le gouvernement djiboutien, a organisé la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. Le thème retenu cette année est se souvenir, bâtir ensemble. Les officiels le gouvernement djiboutien, les membres du corps diplomatique accrédité à Djibouti, les académiciens, les Rwandais et les amis du Rwanda ont participé à la cérémonie solennelle de la 30e commémoration qui a eu lieu au Palais du Peuple afin de rendre hommage aux plus d'1 million des Tutsis tués pendant le génocide et aussi de réconforter les rescapés du génocide. C'était aussi une occasion de saluer la bravoure des Rwandais qui ont stoppé le génocide et libéré le Rwanda. Étaient présents à cette cérémonie les membres du corps diplomatique, les organisations internationales, les autorités civiles et militaires et sécuritaires, les attachés militaires, les commandants de bases militaires ainsi que les membres de la communauté rwandaise. La commémoration est un appel à tous les pays du continent et du monde, les organisations continentales et internationales concernées, les organisations de la société civile, à s'engager de nouveau, à prévenir et à lutter contre les génocides, en particulier contre les discours de haine et les autres crimes connexes qui peuvent conduire à des violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La journée a été marquée par un nombre d'activités, notamment l'observation d'1 minute de silence en hommage aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis, une cérémonie d'allumage de la flamme d'espoir qui symbolise le renouveau et l'espoir de la nation du Rwanda, une projection d'un film documentaire sur l'histoire du génocide et un témoignage vidéo qui démontre la résilience et la détermination des Rwandais pendant le processus de la reconstruction de leur propre pays après les atrocités du génocide perpétré contre les Tutsis. Dans ses propos, l'ambassadeur du Rwanda auprès de la République de Djibouti a exprimé sa profonde gratitude aux invités pour honorer de leur présence cette 30e commémoration et pour leur solidarité pendant cette période que le Rwanda continue de rendre hommage aux victimes du génocide contre les Tutsis en 1994, commis du 7 avril au 3 juillet 1994. Il a rappelé qu'à partir du 7 avril 2024, le Rwanda a débuté la période de la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. L'ambassadeur a par la suite remercié le gouvernement djiboutien et son peuple pour son étroite collaboration dans l'organisation de cet événement qui se tient chaque année afin d'honorer la mémoire de plus d'1 million de Tutsis tués pendant une période de 100 jours. Il a souligné l'importance primordiale de conserver la mémoire, de favoriser l'unité et de revitaliser les efforts pour combattre l'idéologie insidieuse du génocide et son déni. L'ambassadeur a insisté vigoureusement sur l'impératif de rectitude judiciaire, de responsabilité individuelle et de collaboration mondiale dans la poursuite des auteurs du génocide et la prévention des atrocités futures. Prenons la parole à son tour. Le ministre de la Justice et ministre des Affaires étrangères par intérim, Ali Hassan Madone, a salué le courage, la résilience et la détermination du peuple rwandais qui a permis la reconstruction du pays et qui a favorisé la réconciliation nationale. Aujourd'hui, a-t-il dit, vous l'entendrez, le Rwanda est un exemple à bien des égards pour d'autres pays sur le continent et au-delà. On l'écoute. Journée marquant le 30e anniversaire de la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, je me tiens devant vous avec une profonde émotion et une solennité particulière. Au nom du président de la République, du gouvernement et du peuple djiboutien, je souhaite exprimer notre solidarité et notre profonde compassion envers le peuple rwandais qui a traversé l'une des périodes les plus sombres de l'histoire contemporaine de l'humanité.
Cette commémoration revêt une importance capitale. Elle permet de nous souvenir des victimes, d'honorer leur mémoire et de réaffirmer notre engagement à combattre toute idéologie de haine et à promouvoir la justice. Les génocides au Rwanda constituent un avertissement sur les dangers de l'intolérance et toute forme d'extrémisme. Nous saluons, Monsieur l'Ambassadeur, le courage, la résilience et la détermination du peuple rwandais qui a permis la reconstruction de leur nation et qui a favorisé la réconciliation nationale. Malgré les atrocités subies, le Rwanda a su relever les défis et s'engager sur la voie du développement et de la paix. Aujourd'hui, votre pays est un exemple à bien des égards pour d'autres pays sur le continent et au-delà. En ce jour de recueillement, nous ne pouvons ignorer les souffrances actuelles et les affres de la violence qu'endure le peuple de Gaza, victime de l'acharnement des autorités israéliennes. Nous sommes témoins de la tragédie humaine qui s'y déroule et nous réaffirmons notre engagement à soutenir les efforts visant à mettre fin à cette violence qui, nous le rappelons, est un génocide et sans l'intervention de la communauté internationale risque de perdurer. Il est important de tirer les leçons du passé et d'appeler un cessez-le-feu inconditionnel, unique gage d'une paix durable au Moyen-Orient, pouvant conduire à la solution de deux États. En ce jour de commémoration, je tiens encore une fois à saluer le travail accompli par le peuple rwandais qui n'a ménagé aucun effort pour faire de ce beau pays une vitrine de notre continent dans de nombreux secteurs tels que le tourisme, la bonne gouvernance ou encore le développement de sa jeunesse ambitieuse, qualifiée, travailleuse, qui, se basant sur le sacrifice de leurs aînés, a réussi à bâtir aujourd'hui un Rwanda prospère. Nos deux pays frères continueront de travailler main dans la main pour une meilleure intégration, et ce, pour le bénéfice mutuel de nos populations. Direction Washington à présent, où la délégation djiboutienne qui avait pris part à la traditionnelle réunion du FMI, présidée par la directrice générale, Katerina Georgieva, et son équipe avec les pays du MENAP, à savoir les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique Nord, plus le Pakistan. Le chef de la délégation djiboutienne, Ilyas Moussa Dawalé, a tenu à exprimer avec force le statut particulier de la République de Djibouti, qui, malgré sa petite taille, occupe et assume pleinement son statut de pays stabilisateur pour toute la région, dont la détresse est accentuée tant par les conflits que par les catastrophes naturelles. Djibouti assume en effet son destin de pays au service de la région avec les infrastructures et au service de la paix avec sa légendaire stabilité. Ainsi, il a fait valoir que considérer Djibouti comme un bien commun aux pays de la région n'est pas exagéré. À son rôle de pacificateur habituel, Djibouti occupe actuellement la présidence de l'IGAD, l'instance sous-régionale et travail, pour imposer la paix dans la région avec le conflit soudanais et les crispations récentes entre la Somalie et l'Éthiopie à cause du projet d'accès à la mer projeté par cette dernière. Le ministre a conclu son intervention par une prière en faveur de la Palestine et des victimes innocentes des bombardements israéliens. Retour à Djibouti, le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, accompagné du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakari Cheikh Ibrahim, a effectué aujourd'hui une visite à bord d'un navire de guerre turc en escale prévue à Djibouti pour la première fois. Accueillis avec les honneurs qui leur sont dus par les marins turcs, les autorités djiboutiennes ont été chaleureusement reçues à bord du navire de guerre, symbole de coopération et d'amitié entre les deux pays. La visite s'est poursuivie par une brève présentation des capacités opérationnelles du navire, mettant en lumière sa technologie de pointe, sa puissance de feu et sa polyvalence. Cette occasion a permis au ministre et au SEMGA de mieux comprendre les stratégies de défense maritime présentées par la marine turque. L'événement a été marqué également par la signature du livre d'or du navire, scellant ainsi l'engagement mutuel à poursuivre la coopération bilatérale. Et une photo de famille sous les deux drapeaux de Djibouti et de la Turquie a également été prise pour immortaliser cet instant symbolique de partenariat et d'amitié.
En réaffirmant leur engagement vers la paix et la sécurité dans la région, la République de Djibouti et la République de Turquie renforcent leur partenariat stratégique et leur détermination à travailler ensemble pour relever les défis communs qui se posent à elles. Dans le cadre d'une visite officielle, le ministre de l'Intérieur, Saïd Hassan, a accueilli hier une délégation de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, dirigée par la directrice générale de l'immigration éthiopienne. L'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, accompagné de plusieurs hauts fonctionnaires éthiopiens, a participé à cette rencontre, qui a également réuni des représentants clés du côté djiboutien, dont le colonel Abdelkader Ibrahim Gona, coordinateur national pour la migration, et le colonel Idriss Jama Guilé, directeur de l'immigration. Les discussions ont principalement porté sur les défis communs en matière de migration, notamment la migration régulière et irrégulière qui connaît une augmentation constante à Djibouti. Les deux parties ont souligné la nécessité de renforcer la coopération bilatérale pour lutter contre ce phénomène. Un accent donc particulier a été mis sur la nécessité de mettre en place des mesures visant à combattre les réseaux de trafiquants de migrants ainsi qu'à étudier les cas des personnes travaillant dans des emplois domestiques et à prendre des mesures contre celles qui opèrent illégalement dans l'espace public, menaçant ainsi la sécurité des biens et des personnes. Les représentants des deux pays ont exprimé leur volonté d'intensifier leur coopération en matière d'immigration en mettant donc en place des mécanismes concrets pour lutter contre les défis actuels. À l'Assemblée nationale, sous la présidence de l'honorable Kaltoum Farah Saïd, la commission de la législation, de l'administration générale et des droits humains a examiné ce matin le projet de loi portant réorganisation du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. La réunion a eu lieu en présence du ministre de l'Éducation nationale, accompagné des hauts cadres de son département. Suite à un examen minutieux et un dialogue fructueux, la commission de la législation, de l'administration générale et des droits humains a conclu ces échanges en transmettant donc à la prochaine séance publique le corpus examiné en y incluant au préalable des propositions d'amendement. Et toujours à l'Assemblée nationale, la Commission des finances et de l'économie générale a examiné ce jeudi le projet de loi portant adoption des comptes financiers de l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique, l'ODEG, pour les exercices 2018, 2019 et 2020. 2021 et 2022. Cette réunion présidée par le député Sharmak Moussa Areh s'est déroulée donc en présence du secrétaire général du gouvernement, du directeur général et de l'agent comptable de l'établissement précité. Après des échanges constructifs, les commissaires ont émis un avis favorable et ont transmis les comptes financiers pour adoption lors de la séance publique. Direction Abu Dhabi à présent, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, donc Younes Ali Guedji, a participé hier aux délibérations de la 14e session de l'Assemblée de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, accompagné d'une délégation comprenant l'ambassadeur de Djibouti auprès des Émirats arabes unis, le représentant permanent auprès de l'IRENA, Moussa Mohamed, ainsi que des membres, d'autres membres donc du gouvernement. Le ministre a représenté Djibouti lors de cette réunion, de cette rencontre internationale. S'exprimant lors de cette rencontre, le ministre de l'Énergie a souligné les réalisations significatives de Djibouti dans le domaine des énergies renouvelables grâce au projet énergétique ambitieux initié sous la direction du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Hier, un atelier crucial s'est tenu à l'Institut d'études diplomatiques, présidé par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Ali Hassan. Cet événement a rassemblé un éventail diversifié de participants, incluant des personnalités gouvernementales et des représentants du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Parmi les dignitaires, présents figurait le directeur des relations multilatérales du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Guelleh Des Omar, ainsi que le directeur général de l'ANPH, de Ali Saïd Mahamoud, entre autres. Objectif, présenter les résultats de l'évaluation indépendante du PNUD à Djibouti et de solliciter les commentaires des parties prenantes sur les réponses de la direction du PNUD. Cette évaluation, conduite par une équipe d'experts, a examiné l'efficacité et l'efficience des programmes du PNUD dans le pays ainsi que leur pertinence par rapport aux priorités nationales de développement.
Eh bien, cette consultation illustre l'engagement continu du gouvernement djiboutien à collaborer avec les organisations internationales pour améliorer l'efficacité des programmes de développement dans le pays. Cet après-midi, à l'occasion de l'ouverture de cet atelier de présentation et de consultation du rapport d'évaluation du PNUD, dans le cadre des évaluations indépendantes des programmes pays, qui visent à démontrer la contribution du PNUD aux résultats de développement au niveau national. Notre présence ici témoigne de la grande confiance que le gouvernement de la République de Djibouti accorde aux agences des Nations Unies, et en particulier au PNUD, qui est un partenaire de longue date et si apprécié du gouvernement de Djibouti pour sa contribution à la mise en œuvre des politiques qui sont alignées sur la vision évolutive du pays. Cela témoigne des relations exceptionnelles que nous entretenons, mais ce n'est pas à vous, chers amis, que je dirais l'attachement de Djibouti à la famille des Nations Unies. Cette évaluation couvrant la période 2018-2024 revêt une importance capitale pour le PNUD. Et nous sommes réunis ici pour définir ensemble les axes à suivre et pour en tirer les enseignements des expériences passées. Je suis convaincu que les résultats et les recommandations qui seront formulées nous permettront non seulement d'avoir des échanges productifs, mais également d'améliorer les actions du PNUD à Djibouti. Et c'est là tout l'objectif de cet exercice. Dans l'actualité également, le Centre d'études et de recherche de Djibouti, le CERD, a accueilli une cérémonie de présentation d'un nouvel ouvrage intitulé « Le système nominal et l'acte de nommer dans les langues couchitiques parlées dans la Corne de l'Afrique », présidé par le directeur général du CERD et le directeur de l'ILD. Cette occasion a donc marqué la culmination des travaux de recherche menés par l'institution. Eh bien, l'ouvrage qui compile 7 articles issus des communications de la journée d'études organisée par l'Institut des langues de Djibouti en décembre 2018 a été donc réalisé sous le haut patronage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed. Les axes d'études présentés dans ce recueil sont diversifiés. Le premier explore les systèmes nominaux dans les langues dans une perspective comparative ou typologique, tandis que le second se penche sur l'acte de nommer dans ces langues, offrant une perspective anthropologique. Les auteurs de ces articles proviennent d'institutions telles que l'Institut des langues de Djibouti, l'Institut indépendant de recherche sur la Corne de l'Afrique, ainsi des universités renommées telles que celle de Turin en Italie et de Tours en France. Il y a 2 axes d'études qui sont présentés. L'une qui est axée sur l'étude des systèmes nominaux dans les langues couchitiques, et la seconde qui est plus anthropologique, qui porte sur l'acte de nommer dans les langues couchitiques parlées dans la Corne de l'Afrique. Ces travaux ont été anonymement évalués par des personnalités éminentes dans le domaine de la linguistique et de la littérature orale. Et selon les principes peer review, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont pris part à qui ont bien voulu prendre part à ce processus d'évaluation de ces travaux. Écoutons à présent un extrait du discours du directeur général du CERD. Nous sommes réunis autour de cette thématique importante, essentielle, culturelle de l'Institut des langues de Djibouti. Et je tiens personnellement vraiment à féliciter tout ce travail qui a été fait, parce que ce n'est pas le travail d'une seule personne, c'est toute une équipe, c'est des partenaires scientifiques, c'est des échanges, c'est des travaux de longue haleine. Et vraiment, je félicite ce travail avec les partenaires nationaux que nous avons ici à Djibouti, les travaux de recherche au niveau des langues, les langues en général de toute la région, comme l'a rappelé Mohamed, langue couchitique, vraiment ont connu un développement important dans leur connaissance, dans leur maîtrise.
Et ces travaux, comme cela passionne ces chercheurs, c'est qu'en fait, on continue toujours à améliorer et à découvrir toujours des facettes inexplorées jusqu'à ce jour-là. Autre cérémonie cette fois, c'est l'Agence nationale des personnes handicapées qui a organisé donc une cérémonie marquant la remise d'un certificat du label Amis du handicap, présidé par le directeur général de la NPH, de Ali Saïd Mahmoud. Cette rencontre a vu la participation du directeur général du groupe Al-Gamil et des responsables de la NPH. Cette initiative s'inscrit dans une démarche de promotion et de participation, d'intégration et d'égalité des chances pour les personnes handicapées. Elle témoigne de l'engagement de la NPH à favoriser leur inclusion dans tous les aspects de la société. Et en clôture de cet événement, le directeur général de la NPH a eu l'honneur de remettre un certificat du label Amis du handicap au directeur donc, de la société groupe Al-Gamil, Oussama Gamil, en reconnaissance de leur engagement en faveur de la promotion et donc de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Cette cérémonie souligne l'importance de la collaboration entre les organisations gouvernementales et privées pour garantir l'égalité des chances et le respect des droits des personnes handicapées dans la société. Les dernières données donc, météorologiques révèlent une diversité de conditions pluvieuses à travers les régions de Djibouti. Certaines parties du territoire national ont été touchées par des fortes pluies. Cependant, ces zones ont reçu des quantités de pluie. Ces variations soulignent donc l'importance de surveiller de près les conditions météorologiques locales et de prendre des mesures appropriées pour faire face aux effets potentiels des précipitations, qu'elles soient abondantes ou limitées. Toute autre chose, le haut commandement de la gendarmerie nationale a organisé une formation de 2 semaines à l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire, au PK23, au profit des commandants des brigades territoriales et de recherche. Cette formation dispensée donc par 2 experts de la gendarmerie française, notamment du Centre national de formation à la sécurité publique, consiste à renforcer les acquis en planification opérationnelle, en gestion administrative du personnel de l'unité et de ses ressources, ainsi que sur l'accueil et la prise en charge des victimes des faits criminels. Elle vise également à rappeler les stagiaires des principes du règlement militaire régissant la gendarmerie et de les jumeler avec les activités de la sécurité publique dans lesquelles œuvrent les brigades de façon quotidienne. À noter que les chefs de toutes les brigades de la République de Djibouti ont participé à cette formation. Le haut commandement de la gendarmerie tient à la formation de son personnel et en priorité ceux des unités judiciaires qui sont en contact permanent avec la population. Je vous le disais en titre, la première ministre italienne est arrivée hier en Tunisie au centre de la visite de Giorgia Meloni, la 4e en une année, la lutte contre l'immigration clandestine. L'Union européenne a conclu en juillet 2023 un accord avec la Tunisie. La Tunisie est donc devenue l'un des points de départ majeurs des candidats à la traversée de la Méditerranée. Plus de 5000 migrants sont arrivés en Europe en provenance de la Tunisie mi-mars et mi-avril selon les chiffres officiels italiens. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Bon week-end à toutes et à tous.